Eh bien, chers amis, auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de de géopolitique profonde. J'avais pas de retour son et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Je sais pas, ça doit être un patron d'émission qui veut pas de retour son, alors il coupe, il fait semblant de mettre son casque pour la technique, mais il n'y a pas de son. Je remercie donc Lara Stam, assistante et co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Arnaud pour la réalisation technique de ce libre journal de géopolitique profonde, donc. Et à Virginie pour les incises musicales qu'elle compose pour ses émissions. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube en tant que Nini Vlam. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend personne. Patrice est en vacances. Mais nous, contrairement à d'autres, on a des messages. Exactement, vous pouvez adresser vos messages par courriel. Là, je suis méchant avec les autres. Là, formidable. Voilà, merci Arnaud, merci. Alors, la revue de presse ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, nous accueillerons en plus de Raphaël Beslu, Florian Marek, chroniqueur, éditorialiste et philosophe qui puise son inspiration chez les maîtres stoïciens. Il a écrit des livres sur la pandémie, le temps, la solitude. J'en passe. Nous retrouverons dans une trentaine de minutes Andy Bussaglia, associé gérant Mon Bureau Patrimonial pour la chronique financière. C'est un moment qu'on ne l'avait pas eu. En seconde partie d'émission dans le Grand Angle, nous accueillons avec François Martin, qui devient un abonné de ce libre journal de géopolitique profonde, l'historien militaire Sylvain Ferreira, auteur entre autres de la bataille de Mariupol aux éditions Caractère. Il a du caractère. C'est le moins qu'on puisse dire, Sylvain Ferreira. Mais sans plus attendre, la revue de presse de la fin des temps. Par quoi commence-t-on cette revue de presse cette semaine, Nicolas ? Pas par les élections européennes en tous les cas. Le débat entre les deux mini-mois, Attal Bardella, m'a amplement et définitivement convaincu qu'il n'y a plus d'hommes en politique, mais uniquement de la com. Or, la politique nécessite une incarnation, à savoir un homme avec un discours et une action qui colle peu ou prou au discours. Alors, quand il n'y a plus d'hommes, il y a des arrimages entre le discours et l'action qui se réduisent vite à de la com et parallèlement à une action strictement technocratique. Une fois n'est pas coutume, j'aurais aimé donc commencer par du vécu, présent à Chartres lundi de cette semaine pour une raison sans rapport. Vous en doutez bien, avec le pèlerinage de la Pentecôte entre Paris et Chartres, j'ai voulu me rendre à la cathédrale, comme je le fais à chacun de mes passages dans la ville des Carnutes. J'aime l'ancien lieu de culte druidique, comme le sanctuaire marial, lieu dédié par les druides à une vierge qui devait enfanter. Oh Nicolas, avant que vous perdiez en quelques rêveries ésotériques, laissez-moi rappeler que ce 42e pèlerinage de Pentecôte entre Paris et Chartres a compté une affluence de 18 000 marcheurs cette année. Affluence record, comme on se plaît à dire aujourd'hui. Après 3 jours d'efforts physiques depuis Paris, cette marée de pèlerins est arrivée à Chartres en début d'après-midi. La messe a été célébrée à 15h30 dans la cathédrale Notre-Dame par le cardinal Gerhard Ludwig Müller et l'évêque de Chartres, Philippe Christori. Alors, ce que n'a pas dit la presse, ou très peu, ce sont les mesures prises par la préfecture pour restreindre l'accès à la cathédrale et à son parvis à toute personne non munie d'un bracelet. Laissez passer, que je comparerais bien à un authentique Ausweis. Ces restrictions avaient d'ailleurs été initiées par l'autorité catholique au préalable. 1 mois avant le pèlerinage, les inscriptions étaient déjà closes. Puis relayées, les organisateurs avertissant leurs ouailles. Pour des raisons de sécurité, les forces de l'ordre demandent aux pèlerins, en plus d'y attacher un ruban de la couleur correspondant à leur région, de marquer leur bagage à leur nom et adresse et numéro de téléphone portable. Tout sac n'étant pas correctement étiqueté se verra refuser sa prise en charge dans nos camions sacs. L'autre conséquence est que vous n'accédiez pas au parvis et a fortiori à la cathédrale ce lundi de Pentecôte quand même. La note d'habillement des organisateurs valait le détour. Pour le reste de la tenue, il suffit qu'elle soit adaptée à la marche en extérieur. Évitez les vêtements trop serrés, trop élégants ou trop fragiles, tout en restant dans le style convenant à un pèlerinage. Ce n'est ni une épreuve sportive, ni une réunion mondaine. Note, à l'exception des uniformes scouts, le short, qu'il soit porté par des jeunes hommes ou jeunes filles, n'est pas convenable pour un pèlerinage. Toutefois, le Bermuda est autorisé. Nous vous demandons un effort particulier dans ce domaine. Nos bons catholiques qui luttaient, entre autres avec la Manif pour tous, contre la révolution anthropologique, n'échappent pas à sa régression, comme lui dit Philippe Muret dans Cher djihadiste. L'Occident s'achève en Bermuda. Craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Craignez la colère du consommateur, du voyageur, du touriste, du vacancier descendant de son camping-car.
Vous nous imaginez vautrer dans des plaisirs et des loisirs qui nous ont ramollis. Eh bien, nous lutterons comme des lions pour protéger notre ramollissement. Chers djihadistes, chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c'est un magasin de porcelaine dont les propriétaires de longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s'y trouvait entassé. Vous êtes les premiers démolisseurs à s'attaquer à des destructeurs, les premiers incendiaires en concurrence avec des pyromanes. À la différence des nôtres, vos démolitions s'effectuent en toute illégalité et s'attirent un blâme quasi unanime. Tandis que c'est dans l'enthousiasme général que nous mettons au point nos tortueuses innovations et que nous nous débarrassons des derniers fondements de notre ancienne civilisation. Chers djihadistes, nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. Génial Muret avait le sens de la formule, assurément. Et c'est bien au nom, entre autres, de la lutte contre le djihadisme, le terrorisme islamiste, que l'on interdit à de fervents chrétiens de se rendre dans une cathédrale jour de Pentecôte. 50 jours après Pâques, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ont fait la naissance de l'Église. Cette atteinte insidieuse à la liberté religieuse au nom de la pulsion sécuritaire est d'autant plus efficace qu'elle impose la participation active des organisateurs, des bénévoles qui assurent la sécurité de la manifestation. Alors dans la tête des supplétifs de la préfecture, une grande confusion règne. Ils ont bien conscience que la fouille des sacs imposée à des familles sans histoire est profondément abusive. Mais que voulez-vous, la société est devenue violente et tous les préfets ne sont pas des collabos. La preuve, me dit même un jeune affecté à la sécurité, Jean Moulin. Si c'était pas aussi triste à pleurer, on pourrait franchement en rire. C'est un jeu pervers auquel se livrent les autorités qui trouvera son aboutissement dans l'organisation à Paris des Jeux Olympiques. QR code, message inquiétant sur les téléphones portables, alerte extrêmement grave, assorti d'une sonnerie stridente, armes laser, vidéosurveillance algorithmique, brouilleur de téléphone portable en plein Paris qu'on a commencé à tester. Et pendant ce temps-là, un migrant ivoirien sans papier a porté la flamme à Pau cette semaine. Et attention Lara, il n'y a pas que les djihadistes qu'il faut craindre pour les JO et notre flamme, mais aussi, dernière en date de Darmanin, un masculiniste frustré, bien comme tous les masculinistes, d'extrême droite à Bordeaux, qui paraît-il préparait une tuerie de masse contre des femmes. Il avait un pistolet qui tirait des balles en caoutchouc. On n'a rien trouvé sur sa volonté d'attaquer la flamme, mais c'est pas grave. Et sa famille dit le garçon très fragile psychologiquement, mais ça, pour la fragilité psychologique, c'est l'exclusivité des racisés, je le rappelle pour la presse. Donc non, il est parfaitement saint d'esprit, Alex. Oui, il s'appelle Alex, on n'a pas changé son nom à celui-là. Bon, trêve de plaisanterie. Les pouvoirs publics ne pourraient pas abuser ainsi de leur autorité si cette dernière ne s'exerçait pas sur des groupes, des institutions, des corporations qui ont déjà abdiqué l'essentiel de leur raison d'être et donc de leur légitimité. C'est particulièrement vrai dans le sport, avec les JO. Madame Oudéa Castéra n'est rien du tout, elle ne représente rien. Elle doit plus son marocain à son époux banquier qu'à quelconque aura dans les milieux sportifs. Mais les fédérations sportives se soumettent à ces diktats aussi peu inspirés qu'arbitraires, car ils dépendent de l'État. La propagande LGBT qu'elle répand, sa russophobie manifeste, pour ne donner que 2 exemples particulièrement flagrants, devrait révulser tout sportif digne de ce nom. Mais personne ne dit rien, au contraire, on valide tous les oukases ministériels sans broncher. Attention Nicolas, Anne Hidalgo vous a dans le collimateur. Vous, et je la cite, tous ces peines à jouir qui critiquent les JO. Ras la casquette de tous ces Cassandres qui n'ont jamais rien fait d'autre que de critiquer. La maire de Paris a exprimé son ras-le-bol du bashing des Jeux Olympiques de Paris lors du Conseil de Paris ce mercredi, à 2 mois de l'événement planétaire. Qualifiant d'avance les Jeux Olympiques de moment absolument exceptionnel, l'élu socialiste a dénoncé l'attitude des peines à jouir, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Pour la maire, la flamme olympique qui sillonne le Paris depuis le 8 mai attise une ferveur populaire qui est en train de monter de façon extrêmement puissante. Elle assure que cet enthousiasme populaire va monter et venir à Paris. Ah oui, ça monte, ça vient, Anne. Mais quoi donc qui vient ? L'envie du pénal contre tous ceux qui refusent de faire la fête. Ce qui me sidère le plus chez ces gens, c'est leur absence complète de culture, de fond civilisationnel. Nous traiter de Cassandre. Notre drame de Paris a-t-elle conscience qu'elle valide ainsi nos sombres prophéties ? Qu'elle fait référence ici à une tragédie qui s'est en effet bien réalisée. Cassandre, fille de Priam, sœur de Paris et d'Hector, prophétisait Troie en flammes. Ce qui s'est en effet bien réalisé.
En tout cas, rendez-vous est pris. Anne Hidalgo se jette à l'eau. La maire socialiste de Paris plongera dans la Seine le 23 juin prochain, selon les informations du Parisien. D'après le quotidien, Lelou sera accompagnée du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et du préfet de région, Marc Guillaume. D'ailleurs, il y a un hashtag qui est monté sur X, dans la Seine le 23 juin, qui a fait fureur cette semaine. Emmanuel Macron pourra même rejoindre le cortège et les personnalités politiques à se baigner dans la Seine. Le Parisien affirme que l'entourage du chef de l'État a refusé de confirmer à ce stade la date, précisant toutefois que le président se baignera bien dans la Seine à l'occasion des Jeux Olympiques sans qu'aucune date ne soit vraiment arrêtée. Et Brigitte ? Elle va se baigner, Brigitte ? Brigitte ! Serait-ce la même abdication que vous décriviez dans le sport avec l'Église qui, par exemple, durant la pandémie, s'est soumise très majoritairement, de manière obséquieuse et servile au confinement, distanciation sociale, gestes barrières au sein même des lieux de culte. Pensons aussi à la monnaie vaticane, tout à la gloire de la Sainte Famille et de la divine injection. Alors, un article du Figaro Société de la semaine dernière a particulièrement attiré mon attention sur ce point. Il était écrit que le Vatican accentue sa défiance envers les phénomènes surnaturels. Historiquement prudente sur les phénomènes présumés surnaturels, l'Église catholique vient de consolider sa procédure en édictant 6 nouveaux critères de discernement, dont l'interdiction stricte pour protéger les fidèles. Surtout, elle renonce à reconnaître les faits extraordinaires en tant que tels. Apparitions, messages mystiques, statues qui pleurent, stigmates, les phénomènes présumés surnaturels apparaissent régulièrement dans l'Église catholique. Si le Vatican a toujours été d'extrême prudence, il vient de renforcer cette défiance en imposant à partir de la Pentecôte 2024, 6 nouveaux critères de discernement. Il renonce, c'est inédit, à affirmer avec certitude que ces phénomènes sont d'origine divine, en retirant à l'évêque local la responsabilité de discerner qu'il avait jusqu'à là. Et il rappelle enfin que les catholiques ne sont pas obligés de croire à ce type de manifestation, même si elles ont été reconnues par l'Église. Dans tous les cas, il s'agit de protéger les fidèles catholiques d'éventuels abus manipulant leur crédulité. Alors, l'Église ne donne plus son feu vert sur ces phénomènes présumés surnaturels par une voie affirmative. Elle se tient à un prudent nihil obstat qui permet le culte, mais qui ne se prononce pas sur le fait en lui-même, en quelque sorte, s'en lave les mains. Les croyants peuvent adhérer à ces phénomènes, mais de façon prudente. Fini la ferveur, prudence, probablement dans l'attente de la vérité de la science et du conseil scientifique. Il y a 6 critères qui sont ajoutés sur tous les phénomènes dits surnaturels, dont il est tenu devant les yeux, on pourrait traduire par surveiller de très près, je vous passe les locutions latines, un devoir de veille. Et puis il y a ce qui est interdit et bloqué, ce dont on ne veut pas et qu'on considère comme étant déclaratio de non supernaturalitate. C'était une déclaration de non surnaturel. Fini en quelque sorte le surnaturel dans l'Église, le sensuaire, les stigmates de Padre Pio, les apparitions mariales, la Vierge de l'Apocalypse, le 3e secret de Fatima, etc., etc. Mais à cet homme-là, quid demain de la résurrection de Lazare, de la multiplication des pains, de Jésus marchant sur l'eau, du Golgotha, de la transsubstantiation surnaturelle à surveiller de très près, croyance à ne plus encourager. Mais enfin, qui dirige l'Église de Rome aujourd'hui ? Ne faudrait-il pas se poser la question, et cela cherche-t-il vraiment à répandre la foi ? Ne pourrait-on pas en douter ? Pour une information alternative concernant la foi, je vous conseille vivement notre émission du Monde Réel ce soir à 18h30 sur GPTV avec Pierre Jovanovic, le magnifique. Nous y parlerons justement miracles surnaturels pour le grand bien de la foi de nos contemporains. Dernière chose, cette confusion des esprits dans l'Église entretenue par le sommet trouve parfois à la base des retentissements, il faut bien le dire, croquignolesques. Dernier en date, tenez-vous bien, depuis mardi 21 mai, un professeur de littérature du groupe scolaire catholique Saint-Louis-Crest dans la Drôme est sous le coup d'une enquête pour tentative de corruption de mineurs. Selon le procureur, l'enseignant remplaçant aurait fait la proposition aux élèves de poser nus contre la guerre en Palestine et de poster la photo sur les réseaux. Alors le parquet a été saisi par la direction de l'établissement privé sous contrat, qui a déjà mis à pied le professeur le 17 mai avec des plaintes de parents d'élèves. Contacté par Libération, Martin Gardet de Sousse, je répète, Martin Gardet de Sousse, S2OS, s'est présenté comme un fervent catholique,
comédien et pacifiste. L'homme de 45 ans, on connaît même son âge, affirme avoir voulu pousser la réflexion sur la Pentecôte. Le professeur ne nie pas les faits. Il déclare avoir voulu proposer une action de solidarité avec la Palestine. Après avoir refusé la proposition d'un lycéen qui souhaitait que tous les élèves s'embrassent, pourquoi pas, il déclare avoir accepté celle d'un autre qui demandait qu'il fasse une photo dénudée. Voilà, j'insiste, avec le journaliste Martin Gardet de Sousse. On ne change pas les noms des fervents catholiques, je vous l'ai dit. Il y a un phobe, une phobie qui s'est échappée de la cage aux phobes. C'est bien évidemment la russophobie. Ainsi titre le Figaro. Mémorial de la Shoah, Moscou soupçonné d'être derrière les tags des mains rouges. Sacrilège, oh sacrilège! Non, selon les informations du Canard enchaîné, la Russie serait à l'origine de la vingtaine de tags de mains rouges, le rouge de la route, retrouvé le 14 mai dernier sur le mur des Justes du Mémorial de la Shoah à Paris. Selon les informations de l'hebdomadaire, alors soyez attentifs, les deux taggeurs soupçonnés sont des ressortissants bulgares, ainsi que leurs complices chargés de filmer la scène. Des enquêteurs ont en effet pu retracer le parcours des suspects grâce aux images de vidéosurveillance. On les voit vêtus de noir dans la nuit du 13 au 14 mai, aux alentours de 3 heures du matin, taguer le mur des Justes à proximité du mémorial de la Shoah, où sont inscrits les noms de 3900 personnes qui ont sauvé au péril de leur vie des Juifs durant l'occupation. Les enquêteurs localisent peu de temps après leur planque un hôtel du 20e arrondissement de Paris où une copie du passeport de l'un d'eux est retrouvée. Les 3 suspects auraient fui juste après l'opération en direction de la gare routière de Bercy pour prendre un Flixbus en direction de Bruxelles. Ce mode opératoire rappelle notamment l'affaire des étoiles de David taguées dans plusieurs arrondissements parisiens en octobre dernier. La religion de la Shoah. Bulgarie, Russie, c'est drôle. La religion de la Shoah est le cœur de l'idéologie mondialiste qui s'est substituée au christianisme dans le monde en tant que vérité révélée. Qui y porte atteinte est rejeté dans les ténèbres extérieures. Vous n'êtes plus qu'un paria mort socialement, voire un enfermé. Des lois sacrées veillent à son scrupuleux respect. Ce n'est pas un génocide comme les autres, c'est la Shoah. Comme la Kaaba, n'est pas une pierre noire comme les autres, mais la Kaaba. Le christianisme voit les choses autrement. Pour lui, l'humanité est génocidaire, meurtrière, depuis qu'un. Ce qu'un rapide coup d'œil des temps historiques tend à démontrer sans aucun doute. Les génocides se multiplient au cours de l'histoire sans qu'il soit possible d'établir un véritable classement hit-parade dans l'horreur et le monstrueux. Et ce qui est génocidé devient souvent génocideur s'il ne l'avait pas été préalablement. Terrible conséquence du meurtre de Caïn que seul le christianisme, la passion du Christ, le chemin de croix rachète. Nier cela est anti-christique, c'est en tous les cas notre profession de foi. Le procureur de Cour pénale internationale a demandé ce lundi 20 mai un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le procureur Karim Khan a déclaré dans un communiqué qu'il demandait des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant pour des crimes dans la bande de Gaza tels que le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et l'extermination ou meurtre. Il s'agit de crimes de guerre et pire, de crimes contre l'humanité. Une réquisition fermement condamnée par Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a dénoncé ce lundi 20 mai la décision scandaleuse, un déshonneur historique pour la Cour basée à La Haye. Réclamer des mandats contre le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'État d'Israël, aux côtés des abominables monstres nazis du Hamas, des assassins violeurs du Hamas qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité, contre nos frères et sœurs, est une attaque frontale et une honte historique qui restera à jamais gravée dans les mémoires, estime le ministre dans un communiqué. Netanyahou rejette, lui, la décision avec dégoût. L'Afrique du Sud, pays de Mandela, salue par contre la demande de la CPI. Ce pays fervent défenseur de la cause palestinienne a déposé plusieurs recours ces derniers mois auprès de la CIJ, plus haute instance judiciaire de l'ONU, accusant notamment Israël de génocide à Gaza. La loi doit être appliquée de manière égale à tous afin de faire respecter l'état de droit international, de garantir que les auteurs de crimes odieux rendent compte de leurs actes et de protéger les droits des victimes, indique un communiqué des services du président sud-africain. On a l'impression que le serpent se mord la queue dans cette histoire. Cette information sonne comme une apocalypse, un dévoilement. Pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le peuple élu, génocidé, accusé à son tour de génocide, de crime contre l'humanité, par un tribunal international héritier du tribunal de Nuremberg qui jugea les criminels nazis pour crime contre l'humanité, tentative de génocide du peuple juif. Et voici que le chef du gouvernement d'Israël pourrait à son tour comparaître devant un tribunal international pour crime contre l'humanité, peut-être demain
génocide. Luc 10-18, je vois Satan tomber comme l'éclair. Et sans plus attendre, la suite de cette revue de presse à plusieurs voix. Et donc Florian Marek, vous êtes parmi nous, Florian ? Oui. Bonjour Florian. Bonjour Nicolas Stocker, bonjour Lara, bonjour aux invités et aux auditeurs. Alors, Florian Marek, chroniqueur, éditorialiste, philosophe, dont je disais qu'il puisait son inspiration chez ses maîtres stoïciens. Il a écrit des livres sur la pandémie, la solitude, le temps, qui aura une suite d'ailleurs, dont on nous dira peut-être quelques mots. Florian, c'est à vous, nous vous écoutons pour votre chronique revue de presse de ce jour. Bonjour chers amis auditeurs, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une drôle de semaine, je ne sais pas vous, et ça commence fort. Je ne sais pas vous, mon cher Nicolas, mais les événements qui ont cours en Nouvelle-Calédonie me laissent un arrière-goût de « je vous ai compris ». Non pas que je me réjouisse de ce qui se passe là-bas, mais je trouve que le Fatou me réserve parfois de drôles de surprises. En effet, de voir Madame Backès, élue néo-calédonienne et ancienne ministre du président qui a déclaré que la colonisation était, je cite, un crime contre l'humanité, se transformer en un général Ossarès néo-calédonien est un mets de fin gourmet. Pour rappel, cher Nicolas, chers auditeurs, aux dernières élections présidentielles de 2022, l'ensemble des forces woke-progressistes allant d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon ont rassemblé plus de 60% des suffrages exprimés au premier tour. Les dites forces de progrès qui, dans les années 60, accueillaient les pieds noirs au cri de « les pieds noirs à la mer », se retrouvent aujourd'hui à en appeler au retour d'une sorte d'OAS pour établir l'ordre sur le caillou, comme ils ont coutume de nommer l'île. J'ai entendu sur un plateau du Forum Mediaticus des habitants de cette collectivité d'outre-mer arguer qu'ils n'avaient nulle part où aller s'ils devaient quitter ce territoire du bout du monde. C'est vrai que les pieds noirs, eux, avaient tous une autre résidence en métropole, les attendant à leur retour d'Algérie, et que tous étaient fortunés. Le destin peut se montrer quelquefois facétieux, n'est-ce pas? Moi, ça m'a envie de ressortir mes disques de Jean-Pax Meffrey et de Enrico Macias, laï. Espérons que si un jour la Nouvelle-Calédonie venait à devenir indépendante, les Caldoches reçoivent un meilleur accueil de la part du maire de Marseille, Benoît Payan, que celui que réserva Gaston Defferre aux rapatriés d'Algérie. Lui qui voulait les envoyer se réadapter ailleurs, car il y avait, selon lui, 150 000 habitants de trop dans la cité phocéenne. Certains sautent du coq à l'âne. Moi, je vous propose de sauter d'une île à l'autre. Et je vous embarque vers de cervantesques contrées. Non pas pour vous battre contre les moulins à vent de Castille, mais pour vous ambiancer aux Canaries. Avez-vous entendu parler de la Mas Palomas Pride? Cette année, le cortège rassemblant plusieurs milliers de personnes de cette marche des fiertés LGBTQIA++, le carré de l'hypoténuse puissance 10 de l'équation A1 inconnue de genre, s'est terminé en spectacle orgiaque digne de Caligula, mais sans Racine pour en écrire les dialogues. Et cela en pleine rue, devant les passants éberlués par une telle débauche contrevenant aux règles de bienséance et à la morale élémentaire. En substance, ils ont pris l'espace public pour un lupanar à ciel ouvert. D'après les témoignages rapportés par la chaîne de télévision espagnole Cadena Ser, les habitants de la cité Canarie se sont dit outrés par ces comportements. Environ une centaine de jeunes hommes se seraient adonnés à cette manifestation des plus lubriques. Nonobstant cela, la police ibérique, présente pour encadrer l'événement, a laissé faire sans intervenir. Elle n'a pas bronché. Vous ne rêvez pas, chers auditeurs, elle n'a pas bronché. Imaginons, chers amis, imaginons une seconde que la manif pour tous soit devenue la hétéro pride et que cette année, en fin de cortège, une centaine de personnes échaudées par les rythmes endiablés des musiques accompagnant les multiples chars se soient livrées à de tels agissements. Il y a fort à parier que la maréchaussée n'aurait pas laissé faire et aurait rué à juste titre dans les brancards. Le groupe de petits pervers aurait fini au poste pour incitation à la débauche, exhibitionnisme et atteinte à la pudeur. J'aurais donc applaudi l'intervention des deux mains. Mais là où le bas blesse, effectivement, là où le bas blesse, c'est qu'au nom de l'inclusivité, de la non-discrimination, la police n'a rien fait. Rien. Pour être au-dessus des lois, il faut décidément appartenir à une minorité prétendument menacée. Il est vrai qu'en Europe, les condamnations à mort pour homosexualité sont légion, sans transition, comme dirait l'autre. J'espère que vous avez vu ou entendu que l'incitation au suicide a été approuvée par nos chers, bien trop chers députés. Excite la loi Claes-Leonetti. Le texte voté dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai et à main levée. Ils n'ont même pas eu l'audace et le courage de commettre leur forfait en semaine, en plein jour et publiquement.
Cachés, pacifièrent les bougres. Je vous l'annonce, les verrous de l'aide à mourir ont sauté. En effet, la notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme a été remplacée par celle de phase avancée ou terminale, élargissant le champ des possibilités. Après la constitutionnalisation de l'IVG, plus rien ne m'étonne. Mais une question me taraude, cher Nicolas. Qui va juger de la phase avancée? Quid des dépressifs chroniques? Faut-il rappeler le cas de Chanty de Corp, une jeune Wallonne de 23 ans qui s'est faite euthanasier car elle souffrait de dépression, un mal qui, pris en charge, peut se soigner. En effet, nos voisins belges autorisent l'euthanasie dans de pareilles circonstances. Déjà 57 victimes de cette dérive sociétale. Quid du serment d'Hippocrate déjà bien entamé par la pratique de l'IVG. En effet, le serment proscrit le fait de donner un PCR abortif à une femme enceinte, de même que le serment interdit de donner un poison mortel, même si le patient le demande. J'ouvre les guillemets et je cite dans le texte les mots du sage Hippocrate. Je ne remettrai à personne du poison. Si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un PCR abortif. Le tout assorti de la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir dont l'élu LFI, Daniel Simonet, s'est réjoui sur X. Sordides et macabres réjouissances, n'est-ce pas? Ce délit rend de facto illégal les campagnes de prévention du suicide. Ceux qui remettent ce PCR et ceux qui remettront le poison mortel commettent un parjure. De facto, je cesse de les considérer comme des médecins. Ils sont tout au plus de bien tristes sicaires. L'euthanasie, le suicide assisté revient à faire porter la responsabilité de l'acte et le faire peser sur la conscience d'autrui. C'est le summum de la lâcheté. Le suicide assisté revient à commanditer son propre assassinat. Belle couardise que de demander à autrui de presser la gâchette pour toi. La conscience tranquille uniquement pour le suicider. Au-delà des questions purement politiques, c'est une question bien plus philosophique qui se pose à nous. Quelle anthropologie voulons-nous et quel modèle de société souhaitons-nous? Sommes-nous prêts à vivre en transhumania, ce meilleur des mondes, où la nature est effacée, remplacée par la technique, ou pour concevoir un enfant, on ira le commander sur catalogue, ou plus une femme n'enfantera, si ce n'est des femmes pondeuses, traquées, épiées, surveillées dans les moindres aspects de leur vie pendant la gestation, et à qui l'enfant sera arraché dans les secondes suivant l'accouchement. La vie et la mort, oui, mais à la condition préalable que vivre et mourir soient des denrées consommables. Et puis, si vous avez peur de mourir, Laurent Alexandre et son veau d'or, l'IA, vous promettent une immortalité numérique. Il n'y a plus de corps, mais notre cerveau est transféré sur des ordinateurs, a-t-il déclaré sur Sud Radio. Fascinant, n'est-ce pas? En effet, qui de sensé peut avoir envie de finir en microprocesseur? Au diable l'éthique et la morale. La société de l'homo deus n'est-elle pas finalement la société des homines emptoris, société des hommes acheteurs ou consommateurs? Et nous savons tous par quoi commence et par quoi finit consommer. Bienvenue dans l'ère des cons qui exigent, des cons qui sommes, des consommateurs. Cher Nicolas, chers auditeurs, si par malheur vous veniez à passer quelques jours dans l'Hérault, et particulièrement à Palavas-les-Flots ou à Montpellier cet été, je vous déconseille vivement, dans un premier temps, la baignade dans la station balnéaire de Palavas. Et pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que la station d'épuration de la ville a débordé dans la mer et que vous risquez d'être contaminé par des bactéries diverses et variées, telles que l'Escherichia coli, comme le rapporte le quotidien régional Midi Libre. Même la rivière Prout en Moldavie est plus saine que le littoral de la prétendue 6e puissance mondiale, c'est dire. La dite station n'aura pas volé son sobriquet caricatural de pu la vase les flots. Dans un second temps, chers auditeurs, si l'envie de flâner dans le centre médiéval de Montpellier vous prenez, je vous prie d'avoir les narines accrochées, surtout le matin. Il y flore une drôle d'odeur. Ça embaume les rues, vous imaginez même pas. Et pourquoi, me direz-vous? Michael de la Fosse a décidé, par souci d'écologie, que les rues du centre-ville devaient être nettoyées avec les eaux usées de la commune. Ah bah là, j'entends. Un pas de plus en absurdie. Bientôt le retour du choléra. Jamais un maire n'aura si bien porté son nom. Voilà, cher Nicolas, chers auditeurs, le récit de ma folle semaine en France. Et j'en profite pour vous annoncer que fin juin sortira
mon 4e ouvrage, un traité sur l'âme. Formidable. Merci beaucoup Florian Marek pour cette chronique revue de presse qui s'inscrit parfaitement dans la revue de presse de la fin des temps. Merci, un grand merci. François Martin est arrivé, on lui donnera la parole évidemment tout à l'heure dans le grand angle à partir de 9h45, 9h50 et est présent aussi, je le vois en Zoom, Sylvain Ferreira, notre invité du grand angle. Mais bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Voilà. Allez, on continue, on termine cette revue de presse de la fin des temps. On vous l'avait dit, on avait parlé de MK Ultra avec Raphaël Beslu, qui est le directeur de rédaction de Géopolitique Profonde et qui doit terminer justement cette revue de presse, cette chronique sur MK Ultra et sur le conditionnement mental. Bonjour Raphaël, nous vous écoutons. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, comme on est nombreux aujourd'hui, je vais faire très court, mais c'était pour terminer donc, ma chronique de la semaine dernière. En effet, j'ai parlé du projet MK Ultra, qui pour moi est quand même un sujet important à connaître, étant donné que c'est un projet qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle la théorie du complot, étant donné que c'est un projet, donc, comme je l'avais rappelé, qui est né au début des années 50 et qui s'est terminé au niveau des années 70. Ça a été révélé justement en 74. Et il y a énormément de branches qui ont été développées différentes et qui aujourd'hui, en fait, se sont tout simplement converties avec ce qu'on peut appeler l'ingénierie sociale. Et on peut observer aujourd'hui des méthodes qui peuvent fortement faire penser à ce qu'a voulu développer le projet MK Ultra, ainsi que ses différentes branches. J'avais cité par exemple certains films qu'on peut regarder pour avoir des sortes de synthèses assez efficaces avec, par exemple, Orange Mécanique. Et là, je vais vraiment me concentrer sur cette image d'Orange Mécanique où on peut voir le personnage principal attaché à une chaise, les yeux grands ouverts, forcé de regarder un écran, et qui se retrouve conditionné mentalement et même totalement lobotomisé pour redevenir en fait un être docile et calme et calmer sa violence. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'il faut être vraiment très inquiet et il faut faire extrêmement attention avec les nouvelles technologies qui ne cessent de se développer, et surtout l'effet à la fois évidemment des écrans, mais surtout des réseaux sociaux et des algorithmes et des intelligences artificielles qui sont développées. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour les réseaux sociaux, les plateformes, que ce soit TikTok, Facebook, même YouTube, qui reste une plateforme, on parle de milliards d'utilisateurs, d'accord ? Et de milliards d'utilisateurs qui touchent toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que même les écrans et même certains réseaux sociaux concernent donc de jeunes enfants, de jeunes adolescents, et on parle de temps d'écran qui peuvent aller de 5 à 6 heures par jour. Et les études scientifiques qui sortent de plus en plus pour voir les phénomènes qui peuvent apparaître sur le cerveau humain, on voit qu'il y a en fait une modification de plus en plus importante du cerveau. Et c'est là où, à mon avis, on peut réfléchir un petit peu sur l'histoire et ce qui a pu se passer avec des expérimentations de type MK Ultra. Avant, on avait besoin de donner des substances à des personnes, de pouvoir les modifier chimiquement pour pouvoir essayer d'altérer leur personnalité, leur transférer même certains types de pensées et essayer de créer même par moment, avec un projet, j'en avais pu parler la semaine dernière, de type plutôt monarque, de créer des agents vrais qu'on pouvait activer à tout moment pour certaines tâches. Eh bien, il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsqu'on consomme ce type de contenu, ce type de technologie, on a une modification profonde du cerveau, que ce soit sur le plan endocrinien, c'est-à-dire aujourd'hui on est dans une société qui cherche à capter un maximum l'attention et qui vise en fait à promettre de la récompense en continu, à donner une certaine stimulation. Et ça a des dégâts dévastateurs chez tous les êtres vivants, mais surtout la jeunesse, avec le dysfonctionnement de plus en plus important du système endocrinien et surtout du système qu'on dit dopaminergique. Et il faut savoir que le cerveau se modifie de manière profonde. On a une réduction de la matière grise, du cortex préfrontal, et donc ça diminue fortement les capacités d'apprentissage, de résister aux actions dites impulsives, de pouvoir en fait même utiliser le langage. Et donc, on est face à toute une génération, surtout de jeunes, qui se retrouvent littéralement lobotomisés avec ce genre d'outils. Et j'avais précisé que pour TikTok, il faut bien comprendre qu'en Chine, par exemple, cette application est verrouillée. C'est-à-dire, certains types de contenus sont absolument interdits. C'est une application qui est faite justement pour éduquer la jeunesse. Mais cependant, en Occident, on voit
que c'est du contenu évidemment de divertissement, mais ce n'est pas uniquement un contenu de type tititainment, comme on va dire, c'est-à-dire simplement vouloir divertir les gens. Il y a un contenu véritablement idéologique et qui, là, rentre dans ce que j'appelle le conditionnement mental qui est absolument effrayant, et surtout au niveau du progressisme et au niveau du LGBTisme. Il faut savoir qu'entre 2012 et 2023, il y a eu la population dite LGBT aux États-Unis qui a doublé. Quand on regarde les différents sondages, c'est la moyenne. Et ça ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, on peut voir que maintenant, il y a non pas uniquement des LGBT, c'est-à-dire des personnes qui ont une certaine sexualité, qui peuvent aller dans l'homosexualité ou autre. On parle de personnes qui ont de profonds troubles de l'identité et qui se mettent à faire des opérations chirurgicales ou des traitements hormonaux en étant adolescents. Et ces contenus-là, avec les IA qui se développent de plus en plus, qui sont faites pour détecter le type de contenu que l'on va apprécier, nous encourager à consommer de plus en plus ce type de contenu. Donc il va y avoir tout plein de phénomènes psychologiques, avec des biais de confirmation, avec le fait que notre attention, notre addiction va se développer sur ce genre de contenu. On va s'enfermer dans un monde intégralement virtuel et teinté de certaines idéologies, et surtout en Occident, on le voit, il y a une progression massive de ce que j'appelle vraiment le progressisme et surtout le LGBTisme, ce qui amène les adolescents à prendre des bloqueurs d'hormones et à se stériliser à vie. Concrètement, il va y avoir des jeunes filles qui vont faire des ablations mammaires, il va y avoir des personnes qui vont essayer de se créer des faux organes génitaux, c'est-à-dire des faux pénis, des faux vagins, et on parle là en fait tout simplement de maltraitance envers les enfants et de charcutage en fait d'enfants. Et comme je le rappelle, on parle d'un phénomène qui est exponentiel. Donc je pense qu'il faut véritablement s'inquiéter de ces phénomènes-là. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'ingénierie sociale qui s'inspire de différents projets qui ont pu être développés aux États-Unis, je parlais d'MKUltra, mais il y a tout simplement le phénomène du marketing, de la publicité. Aujourd'hui, toutes ces technologies, toutes ces sciences en fait sont parfaitement développées, et les outils numériques qui sont développés de plus en plus, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, vont véritablement surpasser les capacités de résistance de l'homme et surtout de la jeunesse. Et donc pour ça, je pense qu'il faut être averti, se renseigner, surtout protéger les jeunes et protéger nos enfants. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces avertissements, cette concision dans la chronique. On ne saurait trop vous féliciter. C'est là le professionnalisme, il n'y a pas de doute. Merci Raphaël, merci beaucoup. On vous retrouve dimanche, j'imagine, pour un entretien fleuve sur GPTV. Absolument, je serai en compagnie de Jonathan Sturel et mon camarade Jean-Maxime Corneillovitch à partir de 18h30. Voilà. Jean-Maxime Corneille, formidable. Bon, bah écoutez, on a hâte, et j'ai annoncé ce soir, toujours sur GPTV, Jovanovic le Magnifique. Ça va être absolument. une émission Nicolas, hors du commun. Et bonne journée à tout le monde. Merci Raphaël, merci. Ah, j'entends, voilà, formidable. Arnaud est au taquet aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Bonjour Andy Bussaglia, l'associé gérant Mon Bureau Patrimonial. Bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue pour cette revue financière, cette chronique financière. J'ai l'impression, mais c'est normal, c'est une chronique financière, j'aimerais qu'on parle de l'or encore. Ah, de l'or, nous voulons tous de l'or. Sur l'or, hein. Il se passe quelque chose, Nicolas, sur l'or. Hein. Je pense que c'est normal qu'on en parle effectivement, hein, parce que bon, il y a une hausse qui a été quand même assez importante. Hein. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est derrière nous pour un investisseur aujourd'hui qui souhaite revoir un peu l'allocation de son portefeuille? Est-ce qu'il reste encore du jus dans la classe actif? Voilà. Est-ce qu'on peut encore rentrer? Est-ce que c'est pas trop tard? Je vais pas revenir sur les raisons de la hausse parce qu'on est pas mal revenu dans les derniers numéros de Géopolitique profonde et notamment dans le prochain aussi d'ailleurs, hein, qui va bientôt sortir. Et puis dans la dernière chronique aussi, on avait parlé des raisons de la hausse de l'or quand on avait discuté dans cette émission, Nicolas, la dernière fois. Oui. Donc je veux pas forcément revenir sur les raisons qui ont fait la hausse des cours de l'or. Voilà, on va se poser la question effectivement, est-ce que ça vaut encore le coup de s'y intéresser? Alors forcément, c'était plus intéressant de l'avoir en portefeuille avant la hausse qu'on vient de connaître. Bon, pour les investisseurs qui ont loupé le train, la question se pose forcément. Nous, chez Mon Bureau Patrimonial, ça fait effectivement longtemps qu'on en a en portefeuille pour diverses raisons. Alors, l'or, en tant que matière première, c'est forcément assujetti à des fluctuations, hein, donc il faut être extrêmement vigilant
sur les points d'entrée, et on sait qu'on peut avoir des fluctuations à court terme. Hein. L'or, ça reste une matière première qui est cotée, qui peut faire l'objet de corrections violentes à la baisse. Hein. Même sur son rôle de valeur refuge, hein, finalement, quand vous avez tout qui baisse, quand vous avez un marché qui part à la cave, je parle des marchés actions, vous pouvez avoir un phénomène de liquidation sur l'or, puisque les gérants financiers vont aller chercher de la liquidité en vendant leurs meilleurs actifs, hein, parce que faut faire face à des demandes de retrait. Hein. Quand vous avez tout qui baisse, vous avez en général des investisseurs qui paniquent, et donc on est obligé de liquider les meilleurs actifs pour honorer les demandes de retrait. Donc ça fait baisser les cours de l'or mécaniquement dans les phases de baisse. Donc l'or, ça ne protège pas forcément, dans les phases de liquidation. D'ailleurs, plus généralement, à court terme, en fait, hein, l'évolution de l'or, ça dépend beaucoup des attentes des marchés en matière de taux d'intérêt et d'inflation. C'est-à-dire que si on a des signes que les taux d'intérêt vont rebaisser, l'or monte, et inversement. Hein, on rappelle à nos auditeurs, pour les investisseurs qui ont le choix entre investir sur des produits de taux ou sur l'or, forcément, si le taux d'intérêt monte, ils vont préférer s'intéresser aux produits de taux, parce qu'on va avoir des taux d'intérêt plus élevés par rapport à l'or qui, lui, ne rapporte rien théoriquement. Il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de taux d'intérêt sur l'or, hein, c'est uniquement l'évolution des cours. Donc forcément, l'or est en concurrence avec les taux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'optique à long terme. C'est-à-dire que compte tenu de l'affaiblissement structurel des monnaies fiduciaires, de l'endettement public et privé devenu hors de contrôle et de la nécessité de conserver des taux réels faibles, voire négatifs, et d'ailleurs les trois facteurs vont de pair, il y a d'excellentes chances pour que l'or atteigne des seuils en euros ou en dollars beaucoup plus haut dans les années à venir. D'ailleurs, on voit dans les pays où la monnaie est complètement partie en vrille, plus récemment la Turquie, hein, vous avez des cours de l'or qui atteignent leur plus haut historique. Ça marche aussi au Japon, hein, pour prendre l'actualité. Voilà, quand vous avez les monnaies fiduciaires qui sont amenées à baisser, forcément, là, pour le coup, l'or peut jouer son rôle de valeur refuge. Donc l'or, moi je le vois plutôt dans un portefeuille comme un instrument de diversification qui va jouer un rôle de protection contre l'érosion monétaire, donc contre l'inflation, même si les effets d'ajustement se produisent souvent avec un décalage dans le temps. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à plus long terme. Pensez aux 20 000 milliards d'équivalents dollars qu'on a imprimé dans le cadre des politiques monétaires de ces dernières années. Hein. On a fait marcher la planche à billets au maximum. Voilà, par rapport à ça, l'or, ça a l'avantage de n'être la contrepartie de personne dans un monde qui est complètement criblé de dettes, et en plus de constituer un actif tangible dans un monde où l'érosion monétaire aurait toutes les chances de s'aggraver. On prend l'exemple des années 70. Hein, les années 70, vous avez une période de forte inflation, de forte érosion monétaire. Qu'est-ce qui a le mieux performé? C'est l'or, c'est la matière première aurifère. Vous prenez, regardez la performance de l'or même depuis un siècle. Hein, le dollar a perdu 96% de sa valeur. L'or, lui, il a conservé sa valeur au fil du temps, finalement. Vous prenez une pièce de Napoléon, les 20 francs. Il y a un siècle, vous pouviez, moi j'aime bien cet exemple, il y a un siècle, avec une pièce de Napoléon 20 francs, on pouvait acheter une bicyclette. Et aujourd'hui, avec la même pièce, on peut toujours acheter un vélo. Alors que un dollar, ça a perdu 96% de sa valeur. Excellente comparaison. Oui. Et donc, c'est un exemple qui est assez parlant. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, l'ajustement des cours de l'or en comparaison des innovations monétaires de ces dernières années et de celles qui pourraient arriver pour maintenir l'édifice de dette, on va dire, intact, en fait, cet ajustement, il s'est pas encore produit à mon sens. Alors, comment se positionner, Andy, en tant qu'investisseur, si on souhaite profiter des cours de l'or? Lingots dans le jardin. Est-ce qu'on les lingots dans le jardin, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Alors on avait rapidement évoqué cette question-là la dernière fois. J'avais évoqué effectivement. Il y a pas mal effectivement, on peut toujours s'intéresser à leur physique, mais on sait que du point de vue logistique, c'est assez compliqué. C'est compliqué
à acheter, à stocker, à transporter, à sécuriser. Donc en termes de logistique, l'or physique, c'est vrai que on va dire, c'est la manière la plus pure d'investir, mais par contre, c'est compliqué du point de vue logistique. Et en termes de sécurité. Bon, après, je passe sur tous les produits financiers indexés sur l'or, tout ce qui est hors papier, ça reste du papier, voilà, ça reste du papier. Donc, tant que tout va bien, ça fonctionne. Par contre, si un jour vous avez des investisseurs qui souhaitent avoir leur contrepartie en or, en fait, le papier, ça reste des promesses. Hein. Dans le monde criblé de dettes qu'on a évoqué tout à l'heure, finalement, l'or, tous les produits financiers indexés sur l'or, ça reste des morceaux de papier finalement. Hein. Donc, il faut voir comment ça se comporte quand les choses se compliquent. Et ça, c'est pas garanti. Donc moi, ce qui retient plus mon attention dans une allocation de portefeuille, pour rester assez simple, ce sont les mines d'or. C'est-à-dire que les mines d'or, ce sont les sociétés qui exploitent des mines d'or et où on va forcément avoir une corrélation sur les cours de l'or, puisque à coût égal, hein, quand les cours de l'or montent, les sociétés aurifères peuvent écouler leur production aurifère plus cher. Donc forcément, leur cash flow vont augmenter, leur chiffre d'affaires va augmenter, donc leur performance financière va augmenter également. Donc sur les mines d'or, vous avez un effet levier par rapport au cours de l'or. Tout l'intérêt, c'est que personne ne regarde cette classe d'actifs pour l'instant. C'est une classe d'actifs qui est absolument pas allouée par les grands investisseurs internationaux, par les caisses de retraite, par les fonds d'investissement. Personne n'y est. Donc, il suffirait juste que vous ayez les caisses de retraite qui décident de mettre 0,5% de leur allocation sur des actifs tangibles type mine d'or, vous pouvez avoir un marché qui décolle. En fait, vous avez un ajustement aujourd'hui qui s'est pas réalisé entre les cours de l'or et les minières aurifères. Les minières aurifères sont vraiment en retard. C'est-à-dire que si les cours de l'or se maintiennent dans leur fourchette actuelle, ou même si les cours de l'or montent plus haut, vous pouvez avoir vraiment des performances extrêmement intéressantes sur les mines d'or. Par contre, ça reste une classe d'actifs très volatile, hein, on le rappelle. Hein, ici, on ne donne pas de conseils en investissement. On souligne la volatilité de cette classe d'actifs. Il y a des fluctuations. C'est vraiment réservé aux investisseurs avertis. Voilà, mais en tout cas, voilà, il y a des choses à faire sur la classe d'actifs. Aujourd'hui, on trouve des mines d'or qui offrent entre 10 et 20% de free cash flow et qui se payent entre 6 et 7 fois les bénéfices, ce qui me semble assez intéressant vu les valorisations qu'on a par ailleurs sur les marchés actions plus globaux. Voilà. Mais donc, il faut travailler les points d'entrée. Hein, c'est comme tous les investissements, hein, les bonnes affaires, elles se font à l'achat. Et donc, voilà, il faut veiller aux fluctuations. Vous avez à la fois le risque de subir les fluctuations une fois que vous êtes embarqué sur la classe d'actifs, et aussi le risque de ne pas y être si vous avez loupé le train. Donc, il faut naviguer entre les deux. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire chez Mon Bureau Patrimonial. Eh ben, merci beaucoup, Andy Bussaglia. En effet, et on rappelle que Géopolitique Profonde est aussi source de conseils, de formation. Il suffit d'aller sur le site. C'est tout de même, je le rappelle, leur cœur de métier. Un grand merci, Andy Bussaglia. Et nous allons passer, après le Bobino, eh bien, je crois, au grand angle. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, une émission au pas de charge, comme je les aime. Déjà 5 invités. Et encore, il en reste 2. Ils s'impatientent, ils ont raison. Qui? François Martin, je vous ai dit qu'il était présent, cofondateur Eleuthérial, nouveau conservateur. Son livre, Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Il est avec moi dans le studio. On aura au moins avec Lara quelqu'un dans le studio. Sinon, toutes les autres personnes sont en Zoom aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Sylvain Ferreira, titulaire d'un Master 2 en histoire, historien spécialiste de l'art de la guerre à l'époque contemporaine, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Grande Guerre et la guerre de sécession. Il est également consultant pour des séries documentaires à la télévision, dont Tank, Roi des champs de bataille, toute l'histoire, et Navire de légende, Planète Plus. Il collabore régulièrement. Spécialiste, excellent. Alors, je termine, si vous voulez bien, François. Il collabore régulièrement au magazine des éditions Caractère depuis 2015. Il vient de sortir ce mois-ci
publié un nouveau livre, Les secrets de la guerre de sécession, toujours aux éditions Caractère. Il est le fondateur de la plateforme Veille Stratégique, et ça, on va en parler aujourd'hui, de Veille Stratégique, et animateur de sa chaîne YouTube Veille Stratégique TV. Enfin, il est chroniqueur régulier pour le site d'information géopolitique Le Diplomate. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, François? Je vous en prie. Oui, je voulais dire que Sylvain, je le consulte régulièrement, je l'écoute et il est excellent parce qu'il va dans le détail des questions militaires et ça manque. Donc je suis très content de participer avec lui. Très bien, très bien. Bonjour, rebonjour Sylvain. Voilà. Bonjour. Bonjour François, merci beaucoup François. Non, c'est la vérité. Alors, on va traiter de 3 sujets principaux aujourd'hui avec vous, chers amis. De la mort du président Raïssi et sur les hypothèses des causes de sa mort en Iran, dans un petit voyage qu'il faisait entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Du front en Ukraine, évidemment, c'est un passage obligé quand on fait de la veille stratégique aujourd'hui. Et puis peut-être aussi des manœuvres navales de la Chine dans les eaux au large de Taïwan. Donc vous allez pouvoir échanger tous les deux sur ces 3 thématiques. Peut-être commencer avec vous, Sylvain Ferreira, concernant la mort du président Raïssi. Oui, alors la mort du président Raïssi a fait couler beaucoup d'encre, a fait énormément parler, d'une part, les experts en aéronautique sur l'éventualité d'un accident, ce qui reste une des probabilités importantes, parce qu'on est sur des appareils qui sont pas forcément très modernes, dans une situation géographique et météorologique catastrophique au moment des faits. Donc on peut envisager tout à fait cette hypothèse-là. Il y a d'autres accidents de ce type. Ensuite, on a eu bien sûr, puisque président de la République islamique d'Iran, l'hypothèse d'un coup des services secrets israéliens aidés par des occidentaux ou aidés pourquoi pas par des gens en Azerbaïdjan, parce qu'il faut pas oublier les liens qui unissent l'Azerbaïdjan avec Israël. On l'a vu avant le 7 octobre. Netanyahou est très favorable à l'armement des Azéris contre les Arméniens. Donc, c'est aussi, bien sûr, une hypothèse. Et par contre, je pense qu'on a un peu trop vite balayé du revers de la main la 3e catégorie d'hypothèses, qui est la problématique des luttes terribles à l'intérieur de l'appareil d'État de la République islamique d'Iran par rapport à la succession de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de sa succession et le président Raïssi était sur les rangs pour lui succéder. Or, l'autre grand successeur potentiel n'est ni plus ni moins que le fils de l'ayatollah Khamenei, et donc on peut se demander dans quelle mesure ça ne l'arrangeait pas de se débarrasser au profit de son fils du principal rival, puisqu'il y avait un 3e homme, mais qui lui a été mis sur le côté suite à un problème de corruption dans sa famille. Donc aujourd'hui, on voit que la route est ouverte pour le fils de l'ayatollah Khamenei pour succéder à son père, qui fait qu'on est un petit peu revenu en arrière, si on prend ce qu'a été l'essence de la révolution iranienne, la révolution islamique, c'était de se débarrasser de la plus vieille monarchie probablement du monde pour instaurer un système différent. Et là, on va retomber dans, cette fois-ci, du césaropapisme, parce qu'on ne voit pas ce qui va arrêter le fils de Khamenei dans sa quête du pouvoir. Alors, je pense que François Martin, vous pouvez commencer un échange, vous voulez intervenir. Allez-y. Oui, ça m'amuse que Sylvain parle de césaropapisme, parce qu'on a un exemple qui n'est pas si fréquent de mélange entre la théocratie et le césaropapisme. Alors, je ne sais plus si on est dans la théocratie, c'est-à-dire la récupération du pouvoir politique à des fins religieuses, ou le césaropapisme, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, qui est la récupération du pouvoir, du pouvoir religieux à des fins politiques. À mon avis, on est dans un espèce de mélange. Mais sinon, moi, je partage assez ce que dit Sylvain. Bon, que ça soit les Américains ou les Israéliens, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de faire sauter le président de l'Iran si on peut pas dire qu'on l'a fait.
Parce que là, d'autant que sur le plan de la politique extérieure de l'Iran, ça changera strictement rien parce que c'est une espèce de junte, je dirais. Contrairement à ce que les gens disent, je pense que le pouvoir est extrêmement fort parce qu'il y a d'une part la présidence de la République avec tout ce qu'il y a autour, il y a le Conseil des Mollahs et puis il y a les Pasdaran aussi derrière. Donc en fait, la structure de l'État iranien est très solide. Et je fais juste une petite aparté. Quand on dit regardez comme il est fragilisé parce que les femmes veulent se dévoiler, moi je voudrais bien qu'on aille faire des reportages dans tout l'Iran profond, c'est-à-dire dans toute la partie traditionnelle. Moi je connais bien le cas de la Tunisie. Quand j'allais en Tunisie et quand j'y vais encore dans la famille de mon épouse qui sont des grands bourgeois tunisiens, anciens ministres de Bourguiba, ils tapaient tous sur Bourguiba. Par contre, quand vous allez dans le pays profond, ils sont traditionnels. Donc, on a deux Irans, en fait. Moi, je ne connais pas l'Iran. Je connais bien l'Irak, mais pas l'Iran. Mais il y a un Iran traditionnel. Je suis sûr que les femmes ne militent pas pour se dévoiler dans le fond des petits villages iraniens. Donc, c'est pas vrai. Donc, je ne crois pas trop à la thèse... que ça soit le Mossad, bien qu'on a dit que comme le temps était Mossad, ça pouvait être effectivement... Voilà. Je crois pas. Et par contre, je crois beaucoup plus. C'est quand même bizarre par ailleurs qu'il y ait juste un hélicoptère qui se casse sur les trois et que ça soit juste celui du président. Par contre, un règlement de compte au sein de l'État, dans ce genre de junte, enfin, il n'y a qu'à voir comment ça se passait, quand ça se passe encore au sein du pouvoir algérien, qui est une junte. Enfin, les couteaux sont sortis le jour, la nuit et tout le temps. Donc, chacun qui a une place pense à zigouiller ses voisins pour prendre sa place. Donc, là, je ne serais pas du tout étonné. Est-ce que ce que tu viens de rajouter sur les questions de succession me fait penser que effectivement ça a du sens, mais ça changera rien à la politique iranienne. On n'aura pas ça en France, je ne pense pas, puisque nous avons une constitution et normalement pour 2027, il en sera fini avec Macron. Sylvain Ferreira, est-ce que vous voulez... Il n'y aura pas besoin qu'il tombe d'un hélicoptère, même en revenant de Nouvelle-Calédonie. Bah, ça ferait gagner 2 ans quand même. Ah oui, 2 ans à la France, ça ne serait pas du luxe, vous avez raison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Raïssi et sur l'Iran, Sylvain, ou sinon on passe à l'Ukraine, c'est comme vous voulez. Non, je confirme ce que dit François sur la solidité de l'appareil politique du pays et puis surtout sur le fait que on a une frange très minoritaire de la population bourgeoise des villes et puis des gens qui sont dans les universités comme étant représentatif d'un mouvement de révolte, voire révolutionnaire, alors que c'est absolument pas le cas. Voilà, dans la majorité, je pense, de l'Iran, y compris même dans les villes, les petites gens soutiennent le régime parce que il a entrepris des réformes sociales importantes qu'il faut pas négliger et balayer du revers de la main. Voilà, c'est ça. Et moi, je me souviens, juste pour terminer là-dessus, qu'à l'époque où Trump a fait assassiner Soleimani, il y avait eu des craquements dans l'appareil d'État aussi importants parce que ça avait été l'occasion de se demander pour une frange, je dirais, un peu moins dure, mais plus, comment dire, un peu plus souple, si c'était une occasion pour prendre le pouvoir. Donc j'aurais cru beaucoup plus aux possibilités d'évolution à partir de la mort de Soleimani que après la mort du président actuel. Voilà. Merci François Martin. Allez, on passe à l'Ukraine. Sylvain Ferreira. Alors, l'Ukraine, c'est toujours la même histoire. Il y a une avancée même millimétrique d'un côté ou de l'autre. Ça y est, les lignes vont être enfoncées, c'est la fin. On a des gens plus sages comme François Martin qui depuis le début dit, vous savez, on est sur une guerre d'attrition, les Russes ils vont pas se précipiter. Mais néanmoins, vous avez toujours dans les personnes qui sont classées parmi les russophiles, des gens qui disent « Ah, ça y est, ça va être la capitulation en race campagne ». Alors, entre ceux qui disent « ça va être la capitulation pour l'Ukraine en race campagne » d'un côté, et des personnes comme François Martin qui explique, et il pourra revenir dessus, sur la stratégie d'attrition classique, traditionnelle chez les Russes. Oui. Déjà, votre analyse de la situation du front, s'il vous plaît, Sylvain Ferreira.
Alors, aujourd'hui, depuis maintenant 15 jours, on a assisté à une opération offensive qu'on va qualifier en jargon militaire de limitée par les Russes dans le secteur de Kharkov. Opération qui, pour une fois, nous avait été annoncée par les différents services occidentaux avec précision, y compris sur le nombre d'hommes engagés. Cette offensive limitée n'a aucun but pour le moment de prendre Kharkov. Il faut être clair. L'objectif était très simple. Kharkov, c'est un peu symboliquement comme a été Verdun pendant la Grande Guerre pour nous. C'est symbolique, c'est fort. Donc, il est obligatoire pour les Ukrainiens de tenir cette ville. Or, le front nord était peu défendu. On sait également qu'il y a eu des failles dans le système d'installation des fortifications du côté ukrainien à cause de la corruption, même si c'est pas sur tous les secteurs de la ligne de front, mais on en a eu. Et donc, les Russes ont profité de cette situation pour se faire une opération millimétrée. On gagne quelques kilomètres dans la profondeur. Je rappelle que Kharkov n'est qu'à 20-25 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière avec la Russie, donc c'est vraiment très proche. Et c'est donc déjà à portée d'artillerie. Quand on vous dit les Russes veulent s'approcher à portée d'artillerie, ils le sont déjà en restant chez eux. Il n'y a pas besoin de s'avancer, puisqu'aujourd'hui, on a des pièces qui tirent jusqu'à 40 et même 70 kilomètres avec des propulseurs très modernes. Donc là, l'objectif, c'est menacer un objectif symbolique pour les Ukrainiens, les contraindre à le défendre, et donc pour le défendre, d'étirer leurs réserves qui sont peu nombreuses. On parle d'environ une dizaine d'équivalents brigades territoriales, donc c'est même pas des brigades d'assaut ou d'élite, de les retirer de la réserve générale où elles sont en cours d'instruction, de reformation, et surtout de ne plus les avoir à disposition pour tout le reste du front, où se joue là la véritable problématique militaire depuis 15 jours, c'est-à-dire que depuis 15 jours, sur tous les autres secteurs du front, depuis Robotiné jusqu'à Kupiansk, les Russes ont allumé à peu près 5-6 points de fixation offensifs sur lesquels ils continuent, comme le dit François, l'attrition et le compassage de l'ordre de bataille ukrainien. Ce qui risque là, par contre, à terme, de provoquer une brèche à un ou plusieurs endroits, parce que l'effectif humain des Ukrainiens commence à s'épuiser, comme on a pu le voir, en termes déjà de pertes qui ont été reconnues par certains membres du gouvernement ukrainien, et puis aussi parce que on voit les appels à la conscription. Moi, quand on a des gens qui nous disent l'Ukraine perd moins de monde que la Russie, oui, mais alors pourquoi ils continuent de pleurer pour faire de nouvelles recrues, pour abaisser l'âge de la conscription? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez besoin de ça, c'est que vous avez perdu beaucoup de monde. Voilà. François Martin, oui, une réaction. Je rajoute à ça le fait que les Russes sont des joueurs d'échecs. Il y a des parties d'échecs qui durent 9 heures. Donc, ils ont du temps. Et ils avancent un pion. Et ça ne veut pas dire que demain, ils ont mis 10 000 soldats, semble-t-il. Bon, 10 000 soldats, ils ne vont pas conquérir Kharkov avec 10 000 soldats. Donc ce qu'ils veulent d'abord, c'est mettre la pression, comme tu le dis, pour mettre des troupes en face, comme ils l'avaient fait d'ailleurs à l'époque pour Kiev, parce que c'était, à mon avis, leur objectif principal, c'était pas de conquérir Kiev avec 20 000 soldats. Donc ça leur permet d'obliger l'adversaire à dégarnir le front. Ça crée une situation d'insécurité pour leur adversaire, avec la possibilité, si jamais à un moment donné la ville n'est pas assez défendue, de mettre d'autres troupes derrière, puisqu'elles sont prêtes. Ils les engagent pas, donc derrière le pion, ils peuvent mettre la dame s'il le faut. Donc ils s'ouvrent une possibilité supplémentaire à peu de frais. Avec 10 000 soldats, ils nettoient la région qui sert en permanence avec des commandos qui vont attaquer Belgorod et les villages alentours, etc. Donc moi, je suis très étonné qu'on soit étonné qu'ils fassent ça, parce que ça me semble dans la logique des choses, absolument. Et puis, la troisième remarque, c'est que
comme je le rappelle dans mon livre, et comme le disait extrêmement justement Bernard Wicht, ils font la guerre de Franco pendant la guerre d'Espagne, qui a entre Madrid, qui était mal défendu, et Tolède bien défendu. Ils ont préféré attaquer Tolède au risque de perdre 2 ans, faire durer la guerre 2 ans de plus. Et Franco a dit des années plus tard que son objectif, c'était pas de décapiter le régime au risque d'avoir tous les républicains au sein de la population qui allait l'embêter pendant 40 ans, mais qu'il fallait qu'il se débarrasse de tous les républicains en les tuant à travers en faisant durer la guerre, qui est en fait dans son esprit une guerre non pas purement militaire, mais je dirais civilo-militaire d'une certaine façon, ou politico-militaire, de façon à ce qu'ensuite, lorsqu'il prendrait le contrôle du pays, tous ces groupes de radicaux auraient été éliminés par la phase militaire. Donc je pense qu'ils ne sont pas pressés. Encore une fois, moi aussi, je pense qu'à la fin de l'année, normalement, ça devrait probablement être réglé. Mais même si ce n'est pas réglé, ils ont du temps. Ils ont du temps. Donc nous, on n'est pas dans parce qu'on est toujours dans les guerres napoléoniennes. Il faut que dans 15 jours, on ait fait sauter les régimes ennemis. Mais ils sont pas comme ça. Visiblement, ça ne les empêche pas de se développer. Ça ne les empêche pas d'avoir toutes les activités internationales qu'ils souhaitent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire un effort pour raccourcir la guerre ? Leur but, c'est de vider l'Occident de toutes ses forces militaires, politiques et financières. C'est ce qu'ils font. Voilà. Merci François Martin. J'aimerais, Sylvain Ferreira, revenir sur quelques détails militaires. Je vous ai entendu dire, à un moment donné, ça pourrait craquer à certains endroits, ouvrir des brèches. Alors, qu'est-ce qu'ils en feraient ? Première question. De ces brèches, est-ce qu'ils s'engouffreraient dedans ou pas ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, l'un et l'autre, vous parlez finalement d'une adaptation de l'armée russe qui, comme souvent d'ailleurs, au début était un peu pris au dépourvu. C'est vrai de nombreuses guerres. Et puis, ils sont intelligents, donc ils réfléchissent. Et petit à petit, sur le plan même tactique, vous qui êtes un historien de la guerre, Sylvain Ferreira, ils s'adaptent, ils deviennent très intelligents. Par exemple, on entend parler aujourd'hui de motos qui vont sur le front pour tromper les drones parce que ça va plus vite que d'autres façons de circuler et d'attaquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 points ? Alors, en ce qui concerne les brèches qui pourraient se créer par l'effondrement de tel ou tel secteur, les Russes en profiteront. Ça sera un effet d'aubaine et en fonction parce que si ça craque, ça va être face à des secteurs où les Russes ont du monde. Et donc, comme le disait François, si d'un seul coup, devant Kharkov, les défenses venaient à s'effondrer, la ville finirait par tomber, comme on dit, comme un fruit mûr. Je pense que ça n'arrivera pas parce que là, les Ukrainiens ont déployé presque 10 000 hommes en renfort sur ce secteur-là pour vraiment bloquer les choses. Donc, on n'aura rien sur cette zone-là. Par contre, dans le Donbass, il y a des endroits qui vont devenir très compliqués, ne serait-ce que parce qu'on voit des encerclements pour le moment tactiques qui pourraient déboucher sur des percées opératives. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Et là, je pense que les Russes en profiteront pour avancer parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les Russes, sur les points où ils ont mené leurs attaques de grignotage pour le moment, ils sont sur la dernière ligne défensive de fortification ukrainienne. Derrière, c'est le vide. Il n'y a plus rien. Donc, il faudra en profiter automatiquement. Ensuite, en ce qui concerne l'adaptation de l'armée russe, alors, je vais quand même rappeler quelque chose parce que moi, je lutte bec et ongle contre ce narratif. L'armée russe pratique l'art opératif hérité des soviétiques qui a permis à l'Union soviétique d'achever l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération militaire spéciale telle qu'elle a été conçue en février 2022 a obtenu ce qu'elle devait obtenir, c'est-à-dire une négociation en faveur des Russes. On fait la guerre à des fins politiques. L'armée russe a rencontré des revers tactiques au cours des premiers jours et des 2 premières semaines de l'opération militaire spéciale. Néanmoins, comme nous l'a expliqué les javelins, les drones, ça leur a fait mal au début quand même, entre autres à leurs chars d'assaut et autres, non ? Mais le problème, c'est que si vous mesurez la guerre au nombre de chars d'assaut perdus, alors à ce moment-là, l'Allemagne aurait dû gagner la Seconde Guerre mondiale.
Donc c'est pas un instrument de calcul sérieux. L'instrument de calcul sérieux, c'est la politique. À la fin des 15 premiers jours de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens, ils le reconnaissent d'ailleurs pour certains aujourd'hui, étaient prêts à signer un accord diplomatique avec la bénédiction des Turcs et de l'ancien Premier ministre israélien Bennett. Bien sûr. Donc, dans ces conditions-là, l'opération militaire spéciale avait produit les conditions politiques de la victoire russe. Enfin, Sylvain Ferreira et François Martin, je vous répondrai tous les deux. Mais là, je suis pas totalement d'accord avec vous sur un point, tout du moins, c'est que la guerre, elle se fait à deux. C'est comme l'amour, c'est comme plein de choses. Eh bien non, justement. Et donc, la guerre, elle s'est pas faite à deux. C'est un ménage à trois. Oui, alors là, en plus, alors, il a raison, c'est un ménage à trois. Mais le ménage à trois, le troisième larron, il a dit non, on continue. Ah bah oui, mais le problème, c'est que les Russes. Alors moi, je connais pas, je suis pas spécialiste de la Renaissance ou de ces périodes-là, mais je ne connais aucun précédent. Je ne connais aucun précédent dans l'histoire militaire où vous avez un État qui est vaincu, qui donne son accord pour une négociation et cette négociation aboutit et qui liquide lui-même ses négociateurs. Je connais plus de précédent parce que faut perdre de vue quand vous dites c'est un ménage à deux, donc effectivement c'est un ménage à trois, et dans ce ménage à trois, on a vu l'Ukraine liquider ses négociateurs pour le profit de l'Occident. Alors ça, si quelqu'un pouvait le prévoir avec l'étude de l'histoire militaire, je ne sais pas qui c'est, à part si c'est Nostradamus. Il ne pouvait pas le prévoir, vous croyez Poutine. Il ne pouvait pas le prévoir, vu la façon dont les anglo-saxons et dont les otaniens se comportaient depuis le début, depuis 2014. Au point que ça arrive à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il pouvait le prévoir. D'accord. Franchement, je ne pense pas, parce que, une fois encore, les Russes, ça va prendre de l'histoire, et ça restera une première dans l'histoire. Il faut bien le marteler. Ça restera une première dans l'histoire des conflits entre grandes nations. Il n'y a aucun précédent. Donc, les Russes avaient obtenu ce qu'ils avaient voulu sur le plan de l'utilisation de leur outil militaire, quels que soient les revers tactiques, où ça a fait du spectacle, où tout le monde était content en disant « Regardez, ces pauvres moujiks, leurs chars brûlent ». Je rappelle que les chars russes brûlaient sans leurs équipages à l'intérieur dans de nombreux cas. Parce que la consigne avait été donnée, c'est pour ça qu'on a trouvé plein d'épaves, la consigne avait été donnée très intelligemment par les Russes, d'évacuer leurs chars dès qu'ils sentaient qu'ils étaient en danger, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est la formation des équipages et pas le char lui-même. D'ailleurs, l'outil industriel russe a rattrapé tout ce retard depuis belle lurette. Voilà. Donc aujourd'hui, les Russes continuent de s'adapter. Ils ont pris une année pour le faire entre la fin 2022 et l'année dernière. L'année dernière, ils ont donné une gifle monumentale à l'armée ukrainienne en utilisant les formules qu'ils avaient utilisées à l'époque soviétique à Koursk et à Budapest en 1944, une ligne défensive avec des réseaux anti-chars puissants. Et puis maintenant, effectivement, sur le plan tactique, on voit que pour éviter que les drones viennent frapper les chars, on a commencé à les carapassonner. Et puis que pour l'infanterie, plutôt que de la laisser dans des véhicules blindés de transport d'infanterie, on les met sur des motos pour déjà avoir une formation qui est beaucoup plus lâche, mais qui reste très rapide pour s'emparer des défenses ukrainiennes. On a 2 exemples pour le moment et je pense qu'on en verra d'autres dans les jours qui viennent. Merci. François Martin. Oui, je rajoute une chose à ce que dit Sylvain, c'est qu'on oublie toujours que, en fait, l'opinion russe est extraordinairement sensible à la mort de ses soldats depuis la Deuxième Guerre mondiale. 24 millions de morts, ça reste. Et si nous, on avait eu 3, 4, 5, 6 millions de morts en France, on ne considérerait pas la guerre avec les mêmes yeux. Donc, en fait, ils font toujours une guerre extrêmement prudente, qui est à l'image, d'ailleurs, de leur style échiquéen. Très prudente. S'ils n'ont pas un véritable gain à avancer rapidement, en plus c'est très difficile avec des drones qui a totalement changé la nature de la guerre. Simplement, ils continuent à bombarder et à consommer les ennemis en n'avançant pas, parce qu'encore une fois, ils ont le temps. Donc, on oublie cet aspect qui donne une vision de la guerre à laquelle, encore une fois, nous ne sommes pas habitués. Ils sont extrêmement prudents. On voit que ceux qu'ils ont consommés, en fait, c'est
c'est les troupes de Wagner et puis probablement les Tchétchènes ou un peu les troupes spéciales, mais que les conscrits, ils ont fait très attention à pas les mettre excessivement en danger, je pense. Alors ça donne un style particulier qui nous satisfait pas. On dit regardez, ils avancent pas, ils se battent pas, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas parce que encore une fois, je dis souvent ça, mais c'est pas parce que la ligne de front est stable géographiquement qu'elle est stable humainement. Parce que si pendant que la ligne de front ne bouge pas, vous consommez un soldat de chez vous contre 10 en face, la ligne de front, elle est extrêmement dynamique, contrairement à ce qu'on pense. Elle n'est pas géographiquement, mais elle l'est militairement. Puisque pendant ce temps, l'ennemi se vide de ses soldats. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je dis assez régulièrement que je pense que la Russie a gagné. Parce que je ne pense pas que lorsque vous avez le principe, comme Sylvain le rappelait, c'est la structure des soldats. Quand vous avez un âge moyen qui est de l'ordre de 45 ans, vous reconstruisez pas une armée comme ça en quelques semaines ou en quelques mois, en rajoutant de l'argent et en mettant des armes disparates. Vous devez pratiquement reconstruire une armée entière que vous allez mettre 1 an ou 2 ans à construire et sous le feu des Russes. Donc c'est pas jouable. Je ne sais pas si Sylvain confirme ça, mais à mon avis, c'est le point principal qui me permet de dire que c'est pas gagnable. La structure même de l'armée ukrainienne, aujourd'hui, ne leur permet plus de gagner. Voilà ce que je pense, moi. Alors, justement, vous allez pouvoir répondre, Sylvain, à ce que dit François Martin. Je vais en rajouter, même si on va réduire à peu de choses Taïwan et la Chine, mais j'aimerais quand même qu'on aille au fond de ce sujet. Et je vais remettre encore une petite couche, c'est normal, il faut bien un avocat du diable. Quand vous dites, là, ils ne peuvent pas gagner la guerre, moi je lis actuellement, bon c'est toujours peut-être des fanfaronnades, vous allez me répondre, parce que vous êtes historien et vous connaissez bien en plus le champ de bataille, Sylvain Ferreira, j'entends de plus en plus des gens qui disent, oui mais si on donnait des armes stratégiques de plus grande ampleur, si les Européens, peut-être les Occidentaux en tout cas, et donc les Américains, ont peut-être moins d'hommes au travers les Ukrainiens, puisque ça sera jusqu'au dernier Ukrainien, on le sait. On en a parlé la semaine dernière avec le sommier, mais est-ce que la différence technologique, la différence stratégique ne pourrait pas encore faire la différence en faveur des Ukrainiens, ou est-ce que ça, c'est uniquement encore des généraux de plateau, des commentateurs qui se bercent d'illusions sur les chances de l'Ukraine ? Alors, comme l'a expliqué François, moi je suis tout à fait d'accord avec cette problématique effectivement de structure des deux armées qui n'ont absolument rien à voir. Et donc l'armée ukrainienne est dans un cercle qui est complètement vicié, pas vicieux mais vicié. Et ensuite, en ce qui concerne la technologie ou plutôt l'apport industriel global, la question elle a déjà été réglée. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est héritier des stocks de munitions de l'Union soviétique, la Russie. On ne connaît pas précisément le nombre d'obus d'artillerie dont les Russes sont les détenteurs aujourd'hui, mais on a vu dans les premières, on va dire les 10 premiers mois du conflit, l'artillerie russe qui était capable de tirer jusqu'à 20 000 obus par jour, quand l'artillerie ukrainienne peinait à tirer 4 à 6 000 obus. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on est donc, puisque ce sont les feux qui créent l'attrition, donc l'artillerie et l'aviation avec les bombardements, aujourd'hui, les Russes sont repassés à environ 14-16 000 coups par jour, notamment à cause de ce qui se passe dans le secteur de Kharkov, mais pas que. Et on doit ajouter à ça l'emploi des bombes planantes qui vont de 250 kilos à 1,5 tonne. On sait qu'il y en a bientôt 2-3 tonnes qui vont arriver sur le champ de bataille. Ça va faire très, très mal. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on découvre ? Grâce à monsieur Thierry Breton, cette flèche, on découvre que nous n'avons pas d'industrie d'armement, nous les Occidentaux, nous les parrains de l'Ukraine au niveau donc des équipements, y compris les plus simples que sont les obus d'artillerie. Nous n'avons pas les stocks, c'est tout. Voilà, on ne peut pas lutter, d'autant plus que Vladimir Poutine a trouvé d'autres stocks. Alors déjà, l'industrie russe continue et augmente sa production d'obus, mais pour pallier le delta entre le moment où cette production va atteindre son paroxysme et les stocks actuels, qu'est-ce qu'il a fait, Vladimir Poutine ? Eh bien, il se fait livrer des obus soviétiques
par la Corée du Nord. Oui, c'est ça. Et ça lui offre 3 mois sans toucher au stock russe. 3 mois de coût. Donc les Occidentaux, grâce à notre impéritie, y compris celle des États-Unis, nous ne pouvons pas lutter. C'est tout bête. Hein. Là, on est sur des considérations militaires qui sont celles de la Première Guerre mondiale autour des années 1916-1917. Qui produit le plus d'obus tue le plus d'hommes en face. Et ben voilà, ce sont les Russes. Et alors avec un rapport qui est entre 1 et 8, et donc c'est eux qui sont en train d'écraser l'armée ukrainienne, parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc toutes les frappes qui sont menées avec les fameux missiles Scalp, Storm Shadow, Atacams, etc., c'est malheureusement, c'est ce que je n'arrête pas de dire, des opérations de communication. Et il faut leur donner leur caractère de comparaison historique pour bien insister sur la nature du conflit. Ce sont les V1 et les V2 de cette guerre. Parce qu'en plus de ça, la majorité ne font que frapper des cibles qui sont de peu d'importance militaire. Voilà. Il est chaud, Sylvain Ferreira. Là. J'ai rien à rajouter à ça, je suis absolument d'accord avec ça. Oui. Bon, bah écoutez, c'est assez magistral, je suis bien obligé, alors j'abandonne. Voilà, drapeau blanc, messieurs. Boum. Est-ce qu'on termine quand même? On a le temps, allez, on a que 7 minutes à peu près sur les manœuvres navales en Chine, enfin au large de Taïwan. Sylvain Ferreira et puis François Martin. Oui. Taïwan. Oui, alors en début de semaine, lundi, donc le nouveau président taïwanais a été investi. Hein, il avait été élu au mois de janvier dernier. Alors c'est un pro-indépendance qui peut-être souhaiterait proclamer demain l'indépendance de Taïwan. Alors c'est beaucoup de bruit pour rien, puisque faut pas oublier que pendant qu'il y avait les élections présidentielles, il y avait aussi une législative, et que les indépendantistes ont une courte majorité qui ne peut pas leur permettre de se lancer dans une telle politique complètement aventureuse. Et donc les Chinois, pour se rappeler au bon souvenir de ces indépendantistes, toutes ces pro-indépendantistes, avaient décidé de caler une très grande manœuvre aéronavale autour de Taïwan dans l'immédiateté de son investiture, pour lui rappeler qu'il fallait jamais oublier la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule Chine. Hein, et alors, nous, les Occidentaux, on a été très mesurés dans la dénonciation de ce qui s'est passé cette semaine, parce que sinon, on se serait pris un peu les pieds dans le tapis de ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, Emmanuel Macron a célébré l'œuvre du général de Gaulle, qui a été le premier président d'un pays occidental à reconnaître la Chine de Mao. Et donc, 60 ans plus tard, on a célébré ça. On n'allait pas trop critiquer le fait que les Chinois rappellent à Taïwan qu'il serait bon de comprendre qu'il n'existe et qu'il n'existera toujours qu'une seule Chine, fût-elle communiste. François Martin. Oui, moi j'ai entendu il y a quelques semaines une conférence absolument magistrale d'un ancien ambassadeur qui s'appelle Gérard Chenel, qui a été en poste à Taïwan précisément, pas comme ambassadeur officiel parce qu'il n'y en a pas, mais comme, disons, à ce moment-là on vous nomme directeur de la maison de la culture et on sait que c'est l'ambassade en fait. Et il disait, vous savez, les Chinois, il y a deux choses qu'ils ont dans la tête, l'une c'est le commerce et l'autre c'est la face. Donc le but, c'est de sauver la face en faisant du commerce. Donc on dit salaud, tu es une seule Chine. L'autre dit non, salaud, c'est moi, une seule Chine. Et on continue. Et puis par derrière, on continue à faire du commerce. Que je sache, le commerce entre la Chine et Taïwan n'a pas cessé et probablement il ne cesse d'augmenter. Donc on lui a demandé à la fin, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va évoluer? Ben, elle a dit, écoutez, dans 1000 ans, ça sera pareil. Parce qu'ils continueront à faire du business, et pour pouvoir faire du business, ils continueront à en faire semblant de se taper dessus pour sauver la face. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la possibilité d'une guerre entre Taïwan et la Chine, d'autant plus que pour la Chine qui prend le leadership des BRICS aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à se montrer belliqueux vis-à-vis de gens qui veulent récupérer par derrière l'Indonésie et puis les Philippines et puis le Vietnam, etc., en leur montrant qu'ils sont prêts à massacrer un petit pays qui se trouve en face d'eux. Moi, je pense que
si j'étais le patron de la CIA, c'est pas là que je mettrais l'argent pour déstabiliser. J'irais mettre l'argent dans le passage de 20 km qui se trouve entre le nord du Bangladesh et le sud du Bhoutan, par exemple. Parce que là, il y a du bordel à mettre, si je peux dire, pour essayer de casser. Parce que leur problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de casser l'évolution du système du Sud global et des BRICS. Donc, c'est beaucoup plus payant, je dirais, d'essayer de monter l'un contre l'autre, l'Inde et la Chine, que d'essayer de monter l'un contre l'autre, Taïwan et la Chine, contrairement aux apparences. Donc là, oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Et si on regarde la carte, il y a probablement une dizaine ou une vingtaine d'endroits où l'on peut mettre la pagaille dans le Grand Sud pour empêcher qu'ils s'unissent et que les BRICS, le système des BRICS se construise. Mais je pense que, encore une fois, on regarde le doigt au lieu de regarder la Lune. Là, c'est le doigt, c'est pas la Lune. La Lune, c'est, je vous dis, c'est dans le nord du Bangladesh. Là, il y a du grabuge possible. Allez, on vous laisse le mot de la fin, Sylvain Ferreira. Il reste 2 petites minutes. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intérêt de Taïwan aux yeux des Américains, c'est le problème des nanotechnologies, dont les Taïwanais sont pour le moment les détenteurs les plus avancés des systèmes les plus précis. C'est vrai. Et que ça va bientôt se terminer. C'est ça qu'il faut voir. Et que les Américains sont en train, en Arizona, de monter des usines pour essayer de rattraper le retard. Quand les États-Unis seront autonomes par rapport à ces nanotechnologies, que va-t-il se passer? Ils lâcheront Taïwan. Et les Taïwanais se retourneront vers Pékin, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, de manière paradoxale, c'est que le Kuomintang, qui est encore au pouvoir par alternance à Taïwan, lui a très bien compris qu'il pouvait attendre des États-Unis, c'est-à-dire pas grand-chose, et donc eux sont prêts à négocier avec Pékin pour obtenir une réunification qui soit équilibrée. Et ben voilà, c'est fini, il reste 1 minute. Le temps de remercier toute l'équipe de la revue de presse. Elle a été particulièrement nombreuse, parce qu'en plus de Lara, Stam et moi-même, nous avons eu les apports, les soutiens de Florian Marek et de Raphaël Beslu, sans parler du fait qu'il fallait cette semaine, c'était une obligation, faire aussi la revue financière, la chronique financière avec Andy Bussaglia. Et on s'est délecté de nos experts, je trouve toujours aussi brillant, et surtout, plus que brillant, ce que l'on constate, c'est que, et bien que ce soit pour Sylvain Ferreira depuis qu'on le suit, et ainsi que pour François Martin, je suis désolé de le dire, les faits leur donnent raison. Et ça, c'est la base de la base, parce qu'on s'en fiche, les belles théories. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Merci, chers auditeurs, de cette écoute. Vous allez maintenant pouvoir écouter le libre journal des controverses de notre ami Mike Borowski. Merci Sylvain, au plaisir de te revoir.